en grève. Nous sommes au pouvoir, il faut conduire le syndicat de manière à ce qu'ils puissent payer leurs syndicats, leurs militants en grève. Il faut être responsable. Il ne faut pas aller en grève et dire après, on ne fait pas de retenue sur salaire. Non. Il faut leur donner les moyens pour qu'ils soient puissants. Ils soient au niveau du système de redistribution dans le pays. Nous allons pouvoir le faire et ils vont être puissants. Et nous allons pouvoir, s'ils vont en grève, ils vont en grève, mais il y a les retenues sur salaire. Ils sont puissants. Et ensuite, organiser avec le patronat, un patronat puissant dans le pays. Rendre les partis politiques puissants de manière à ce qu'il y ait un équilibre des forces. Nous ne voulons pas, nous, dans un système de discussion, de dialogue démocratique, être dominant et vouloir écraser les autres. Le système d'exclusion est un système qui détruit l'évolution. Le problème du Bénin est un problème d'abord politique. Moi, je dis il faut un ajustement politique. Justement, le Bénin, d'abord, n'a pas un problème économique. Nous avons un problème politique qui agit sur l'administration et qui empêche la bonne gouvernance. Mais il faut les objectifs de votre mouvement, hein, vous parlez justement de la réalisation d'un ajustement structurel politique afin de parvenir à un meilleur fonctionnement de nos institutions et sauvegarder les acquis de notre démocratie. Comment cela peut se faire? Absolument, je pense qu'il faut le faire, c'est ce que je dis. Il faut conduire à une réforme politique importante dans notre pays. Et je crois que ça a commencé. Les grands ensembles, l'Union fait la nation, c'est un grand ensemble. Félicitations, c'est bien. Cela doit être conduit maintenant par un idéal clair qui répond aux problèmes du pays. FCBE, s'il y a des partis dedans, un grand ensemble, c'est bien. Mais cela doit être conduit aussi par un idéal clair. Ce n'est pas des marches dans la rue qui pourra maintenir une FCBE correcte. Ce n'est pas les marches nécessairement qui va conduire à maintenir l'Union fait la nation. Il y a UBF dans ce pays. C'est fini ça. Donc, c'est les idées qui vont conduire aux résolutions des problèmes. Nous aussi, nous sommes en train de mettre en place un grand ensemble de jeunes, de gens audacieux, ayant une autre vision du développement du pays. Des grands ensembles vont se mettre en place et qui pourront conduire vers maintenant un nouveau développement avec des idées claires. Nous avons dit qu'il faut le faire, il faut structurer. Mais nous avons mis un mécanisme, le coefficient ministériel parlementaire, le coefficient ministériel institutionnel, de manière à ce que cet équilibre soit maintenu au niveau de toutes les institutions et rendre constante, bien sûr, la confiance qui doit exister entre les institutions, les acteurs politiques, et permettre à ce que le peuple ne se mette pas dans la rue contre tel ou tel, mais se mette dans la rue contre la pauvreté. On met les pauvres dans la rue. On les met dans la rue pour dire qu'ils sont pour ou contre la lépie. C'est du ridicule. C'est du ridicule, je vous en prie. Je pense qu'ils doivent être dans la rue pour que nous puissions quitter le niveau de croissance d'aujourd'hui pour un autre niveau de croissance. Les Béninois doivent être dans la rue pour l'emploi. Les Béninois doivent être dans la rue pour ouvrir, bien sûr, le dialogue en ce qui concerne la crise démocratique. C'est dans la rue qu'on produit la richesse. Non, ce n'est pas dans la rue qu'on produit les richesses. On peut descendre dans la rue pour défendre la liberté. On défend la liberté. Pas pour créer la richesse. Pas pour créer la richesse, pas du tout. Non. Pas du tout. Nous sommes... Mais sans emploi dans la rue, alors, ça ne tient pas. Non, le principe de la rue, ce n'est pas ça. Le principe de la rue, je comprends. L'Union fait la nation. Ils sont dans la rue, ils ne sont pas au pouvoir. Ils n'ont que la rue pour ouvrir les brèches du dialogue. Mais pas pour aller à une crise. On ne va pas dans la rue pour qu'on aille en crise. C'est pas ce qu'ils font. Hein. Non, je crois. S'ils ne le font pas, alors ils sont en erreur. Ils doivent pouvoir aller dans la rue nuit et jour pour ouvrir le dialogue, pour obliger le chef d'État au dialogue. Le chef d'État ne doit pas à son tour aller dans la rue pour dire « je ne suis contre le dialogue ». Pas du tout. C'est une incohérence démocratique totale. Et je pense que nous n'en avons pas besoin. Parce que nous avons ici 80 000 bacheliers cette année. En 2015, nous serons à 150 000 bacheliers. Nous avons plus de 100 000 jeunes en précarité, incapables de se marier et de gérer une famille cohérente. C'est ça le véritable problème du pays. Nous sommes à un taux de croissance, je vous ai dit, à 2,7. Au moment où nous avons 150 millions de bouches à côté, à nourrir le Nigeria. Nous avons une côte qui fait des kilomètres là. Au même moment, le Burkina se retrouve à 3%. Nous avons un problème de gouvernance, mes chers amis. Nous nous occupons des futilités et nous laissons l'essentiel. Et ça, le rôle important du chef de l'État, je ne veux pas manquer de le dire, est là. C'est lui
qui va l'assumer. Parce qu'il revient à lui. Je vous ai dit, quand ça va bien, c'est le pilotage automatique. Et ça ne va pas. Tu reprends les manettes et tu pourras. Alors, l'une des solutions que vous proposez pour sortir de cette situation, c'est ce fameux coefficient ministériel, parlementaire ou encore institutionnel. C'est quoi le CMP? Alors, le CMP, je l'ai dit un peu partout, hein, je pense que c'est un instrument de stabilité politique, de cohésion sociale et d'unité nationale. Juste pour restaurer, pour maintenir la confiance au sein des institutions. Et je vous dis simplement. En quoi consiste le CMP concrètement? Le CMP a issu bien sûr d'une expérience béninoise. Et ceci a été souvent appliqué par le général Kérékou. Le général Kérékou a monté tous ses gouvernements ici. Il n'en a pas fait sortir qui soit contre lui. Nous sommes d'accord? Il a mis des frères même opposants dans le même gouvernement. Ils ne se sont pas battus. Hein. Donc il a réussi une prouesse de gestion politique, de gouvernance politique. Nous avons juste mis dans un système son principe. C'est ça que nous avons appelé le coefficient ministériel parlementaire. C'est-à-dire fonder le gouvernement par rapport au mouvement du Parlement. Il ne faut pas que ton gouvernement soit créé et que le Parlement soit à une autre vitesse. Comme ça se fait maintenant. Donc, il faut que tu mettes ton gouvernement en tenant compte de la majorité, en tenant compte de la configuration au Parlement. Cela règle tous les problèmes et instaure la confiance entre les institutions, la confiance entre le peuple et ceux qui ont reçu mandat de ce peuple. C'est ce que nous voulons faire pour le pays. Parce que nous pensons que la crise béninoise, d'abord, est politique. C'est une mauvaise gouvernance politique qui nous amène à ne pas être performants sur le plan économique. Et nous avons un tissu social totalement désagrégé. Donc, nous pouvons réussir si nous avons ce calme politique. Et nous avons dit, la Constitution, le CIP, qui est le coefficient institutionnel parlementaire, qui pourra permettre à ce qu'il y ait modification de Constitution, que le chef de l'État ne désigne plus dans les institutions. Nous n'aurons plus des situations où on n'a pas confiance à la Cour constitutionnelle, etc. Il y aura un équilibre. Tout se fera conformément à la configuration du Parlement en tenant compte du coefficient. Et il y a beaucoup de choses dedans qui peuvent permettre à ce qu'il y ait une cohésion. Mais tout dépend du manager. Je l'ai dit, l'homme qui doit conduire doit être un homme éclairé, un homme capable de dire oui. Comme ça s'est fait ailleurs, même si ce n'est pas chez nous. Obama, il a perdu les élections, vous avez dit. Dès le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je suis prêt à travailler avec vous. C'est ça, la démocratie. Mais donc, ici, il faut que le chef d'État soit toujours disponible à travailler avec les autres. Les autres peuvent dire n'importe quoi. Il faut qu'ils les mettent dos au mur. Ils doivent les amener travailler. Le vous avez dit, M. Agossa, le président Boyaï, il parle tout le temps de la paix, il parle de forum. Ce n'est pas de parler de la paix, ce n'est pas de parler de la paix. On voit sa volonté. C'est des instruments de gestion qui permettent d'aboutir à la paix. Si vous n'avez pas des instruments de gestion, vous ne pouvez pas aboutir à la paix. La paix, vous pouvez la créer dans une église. Au Rwanda, les églises ne parlaient pas de paix. Et tout le monde ne parlait pas de paix. En Côte d'Ivoire, on parlait de paix. Mais si vous n'avez pas l'instrument de gestion des crises, vous n'êtes pas en train de garantir une paix. Vous devez avoir les outils de gestion d'une crise. Si vous n'avez pas ça, la vie, c'est des affrontements d'intérêts. Il y a des crises. Mais si vous n'avez pas les instruments de gestion, ne criez pas paix. Ne criez pas paix. La paix est dépendante, bien sûr, de ces outils. Et c'est pourquoi nous avons proposé des outils de gestion pouvant conduire à la paix et à la stabilité politique dans notre pays. Vous reposez le développement, l'équité sur la configuration de l'Assemblée nationale, sur les députés. Mais vous avez oublié une chose, nous avons des députés qui ne sont pas toujours stables. Est-ce que vous en avez tenu compte dans votre projet? Nous avons tenu compte, nous avons un séminaire à faire. Je pense que dès que vous serez là, l'échange va se faire autour de cette idée parce que tout est fait dedans. Mais même la flexibilité, c'est très flexible, c'est tellement flexible que même ce dont vous parlez va se réaliser. Mais nous avons parlé d'une réforme déjà politique. Les grands ensembles, vous allez voir, vont lutter contre déjà cette instabilité politique, étant donné que l'individu qui sait que dès qu'il est au Parlement, il a une parcelle de pouvoir dans l'exécutif, les députés seront déjà accrochés à cet objectif
et ne seront plus l'objet de balbutiements comme ça se permet. Vous parliez tantôt des organes de gestion de crise. Nous allons parler maintenant d'un organe, cette fois-ci de prévention des crises, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Oui. Ça fait un moment, vous avez quitté l'institution. J'espère que vous n'êtes plus astreint à cette obligation de réserve. Alors, l'ARAC, l'actuelle mandature, comment appréciez-vous? Il y a eu des auditions, il y a eu des sanctions. Est-ce que vous sentez qu'ils se sont inscrits dans la même lancée que vous, votre mandature? Ou bien vous avez senti plus de détermination? Non, mais il faut qu'il y ait un progrès. D'abord, je les félicite, ils ont continué dans les auditions, nous l'avons innové, mais ils ont continué, ils ont pris certainement les aspects les plus bons. Nous n'avons pas certainement la science infuse, nous ne disons pas que tout ce que nous avons fait est parfait et qu'il ne doit pas aller vers une perfection, c'est bien. Je pense qu'ils sont en train de corriger et toutes les imperfections, les incohérences que nous avons laissées pour aboutir à un bilan plus positif que le nôtre. Ça, c'est indispensable pour l'évolution du pays. Et je crois qu'ils sont en train, ce n'est pas un travail facile. Hein. Gérer, bien sûr, réguler les médias, ce n'est pas facile parce que ça demande beaucoup de doigté, ça demande beaucoup d'exigences, ça demande beaucoup de moyens que l'ARAC n'a pas souvent. Mais je crois que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas encore totalement mauvais. La période la plus critique vient là. Il faut des tests. Vous n'êtes pas souvent d'accord. La pré-campagne médiatique. La pré-campagne médiatique. Les médias doivent faire l'effort. L'effort, bien sûr, de se conformer. Oui. De se conformer aux normes, bien sûr, de la législation chez nous. Hein, donc, souvent, nous, on attendait, bien sûr, la loi votée. Et nous nous fondons sur la loi pour pouvoir prendre certaines mesures. J'ai écouté, je crois qu'ils ont certainement pris la mesure des choses dans le cadre de la perfection. Si ce qu'ils disent n'est pas bien, vous êtes les mieux placés pour pouvoir dire non. Et l'ARAC n'est pas là pour vous sanctionner seulement. L'ARAC aussi défend les libertés. C'est une institution qui protège les libertés, selon les tests. Donc, ce n'est pas une institution qui va détruire les libertés, surtout la liberté de presse, qui est la vôtre, et qui doit permettre à ce que toutes les autres libertés puissent s'exprimer librement. Donc, je crois que vous êtes dans la lancée. Si ça ne va pas, vous discutez, comme nous on le faisait. On réunit les responsables, on voit là où ça ne va pas, on corrige et on évolue pour que nous ne permettions pas, bien sûr, à d'autres de venir s'ingérer et d'empêcher à ce que nous puissions jouir tous de cette liberté qui permet à chacun de s'informer, de se former et d'aller plus de l'avant. Donc, je crois qu'ils sont en train de prendre des mesures pour que tout ce que doit se dire au niveau des médias soit dans le sens du respect des normes législatives dans notre pays. Je crois bien. Si ça ne respecte pas ça, les décisions de l'ARAC ne sont pas sans recours. Vous pouvez aller à la Cour suprême, ça se casse simplement, mais je crois que vous pouvez ne pas aller jusque là-bas. On peut nécessairement et tout le temps discuter avec l'ARAC, discuter et leur faire comprendre, puisqu'il y a des professionnels des vôtres que vous avez